un lecteur contemporain. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de catalogue ? Eh bien, l'œuvre se présente comme une série de chapitres qui font un catalogue, parfois très érudit, puisque peu avant d'écrire ce roman, il l'écrit en 83, il le prépare vraiment en 82, il paraît vraiment en 84. En 82, il se plonge dans des ouvrages d'érudition, ce qui rappelle son passé naturaliste, d'une certaine manière. Mmh. Alors, il y a une question qui se pose tout au long de ce roman et que vous définissez comme étant la question centrale dans votre essai. Cette question, c'est que doit-on conserver du réel ? C'est ça que se demande au fond le personnage de Désesseintes. Et comme son nom l'indique, il faut conserver l'essence. Les essences, et les essences non pas de la vie, puisque la vie, après tout, elle est réduite à néant, et cette œuvre le montre bien, même si le corps résiste quand même avec la névrose, mais c'est un corps douloureux que Désesseintes voudrait anéantir totalement par une anorexie totale, et ce qui reste, c'est l'art. C'est l'art. Au fond, on a une œuvre qui est une œuvre dédiée au culte de l'art. C'est pas tout à fait l'art pour l'art de Gautier, bien que ça s'en rapproche. Donc que conserver du réel ? Rien, puisque l'art, ça n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, le réel. Absolument, on pourrait dire ça. Donc vous le disiez, Françoise Cour-Pérez, Huysmans a publié en 1884 ce roman. C'est un genre de livre qui est problématique, à l'époque sans doute encore plus qu'aujourd'hui, puisque c'est à la fois un roman et presque un anti-roman. Oui, certainement. D'ailleurs, on l'utilise parfois pour séparer l'œuvre de Huysmans en trois. D'abord l'œuvre naturaliste, puis À rebours, qui serait justement un livre inouï, puis une lente progression vers la conversion et les œuvres catholiques vraiment à partir de la cathédrale, bien que effectivement En rade et En route soient d'un genre plus complexe. Donc l'histoire de ce livre, c'est celle d'un jeune homme sans histoire. Oui. Que lui arrive-t-il rien ? En fait, si. Il lui arrive beaucoup de choses parce que dans l'immobilité, vous le savez, on est en proie à la rêverie, on est en proie au rêve, on est en proie à la remémoration, qui est parfois d'ailleurs conçue à la manière proustienne, c'est-à-dire le souvenir qui naît. Il y a un bonbon de Siraudin. Siraudin était un très bon confiseur de l'époque. Il y a des aspects aussi d'actualité, de renvoi à la vie réelle, et toute une imagerie va surgir, comme avec la petite Madeleine de Proust, ça a été parfois remarqué, et c'est très juste. Donc il arrive dans l'immobilité, et quand on est seul, puisque seul c'était le premier titre, il arrive beaucoup de choses quand on est immobile. En tout cas, c'est un personnage qui est en guerre avec son temps, malgré tout, même si il fait référence aux confiseurs de son époque. Oui, bien sûr, et c'est pour ça que Houellebecq l'utilise en prenant comme narrateur de soumission un universitaire spécialiste de Huysmans, qui aura d'ailleurs comme tâche de faire la Pléiade de Huysmans. L'œuvre complète de Huysmans est en cours grâce à Jean-Marie Sélian, mais pas dans la Pléiade. Non, mais chez Classique Garnier. Oui, au Classique Garnier. Et Houellebecq dit qu'en revanche, il ne fera pas de notes érudites. Bon, nous en avons beaucoup, nous avons d'excellentes éditions d'À rebours. Qu'est-ce que ça veut dire que Houellebecq se soit emparé de Huysmans, d'après vous ? Moi, je pense... bon, ça peut être discuté, parce que Houellebecq, quand même, est un auteur qu'on discute, enfin, qu'on peut discuter, dont on peut beaucoup parler. Je pense que Houellebecq est pour que Huysmans est pour Houellebecq ce que Schopenhauer est pour Huysmans, c'est-à-dire une référence qui le pose et qui pose son pessimisme. Ceci dit, peut-on vraiment assimiler le pessimisme de Houellebecq au pessimisme de Huysmans ? D'abord, c'est faire table rase de la période historique, quand même elle peut exister. Donc c'est faire un choc brutal entre deux fins de siècle. Je pense que ça mérite discussion. Et puis quand même, le parallèle va s'arrêter parce que Huysmans travaille sur la langue. La décadence est un langage. Or, chez Houellebecq, on ne voit pas du tout ça. C'est enfoui par des considérations sociologiques, voire politiques d'ailleurs. Vous avez lu tout de même Soumission ? Bien sûr. Est-ce que vous y avez retrouvé un peu plus que la simple référence, finalement,
Oui, c'est ça, l'esprit fin de siècle. Ah, je trouve que c'est vite dit, c'est vite fait. Je pense que oui, il y a d'abord un personnage solitaire. Vous avez raison, je reviens à ce que vous disiez, il y a une haine des contemporains. Un mépris des contemporains. Mais je trouve que ce mépris des contemporains n'est pas tout à fait le même chez Huysmans et chez Houellebecq. C'est-à-dire que c'est davantage travaillé. Huysmans travaille, il a beaucoup travaillé. C'est un esthète. Est-ce qu'on peut dire que Michel Houellebecq est un esthète? Moi, je ne le vois pas comme ça, puisque, en fait, il ne sauve pas l'art, même pas vraiment la littérature dans son œuvre. Esprit, qui ne l'est pas parce qu'il y a quand même le fait qu'il est l'unique rejeton d'une ascendance dégénérée, aristocratique, mais qui par consanguinité est arrivé à une dégénérescence en fait. Il y a une haine de la procréation. On ne voit pas du tout d'idée de la descendance. Donc ce jeune homme qui veut devenir un pur esprit est rattrapé par son corps. Il nie son corps, mais le corps se rappelle à lui de façon maladive. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ce que je dis dans la mesure où la névrose est à la fois perçue de manière positive, alors je n'aime pas trop ces termes positifs et négatifs parce qu'ils sont un peu grossiers, mais quand même, est perçue de façon positive comme une maladie de la sensation, de l'intelligence. Vous parliez hier du forçat de la vie. On peut parler chez Huysmans d'un forçat de la sensation. Donc il y a une volonté d'aller tellement loin dans la sensation que la sensation vous tue. C'est ce qu'on voit dans le chapitre sur les parfums où il tombe presque évanoui parce qu'il est allé trop loin. Donc d'une certaine façon, il y a deux axes à rebours, un axe médical et puis un axe esthétique. Et ces deux-là se rejoignent. Vous venez un peu de le dire quand vous dites que, au fond, pour être un génie, c'est bien d'être un peu malade. Est-ce qu'on peut creuser cette notion-là? Alors, je ne sais pas s'il faut dire génie, disons plutôt artiste, esthète. Je suis pas sûre qu'il y ait la notion de génie. Oui. Génie, on est plutôt Baudelaire, Rimbaud. Oh, on n'est pas très loin quand même avec Huysmans. Il se considérait pas comme un génie. Je n'ai pas cette impression-là. Il se considérait probablement comme un esprit supérieur qui peut voir de loin tout ce qui se passe. Et justement, c'est ce que Bourget définit bien, le décadent, c'est celui qui s'analyse constamment. Et il l'avait vu, Bourget, et Gautier l'avait vu aussi en 66 à propos de Baudelaire. Donc c'est ce dédoublement, cette distance qu'on prend. Mais je m'aperçois que je n'ai pas répondu à votre question sur les médecins. J'y reviens. C'est seulement à la fin que Des Esseintes fait appel aux médecins. Et il fait appel à deux médecins. D'abord, le médecin de Fontenay, qui est, en fin de compte, représenté comme un personnage ahuri, qui ne comprend rien et qui va répéter partout dans la ville ce qu'il a vu et qui est complètement abasourdi. Et qui représente une forme de modernité ? Non, qui représente la médecine, mais à la limite, il y a de la caricature à la Molière. Huysmans, Des Esseintes en tout cas, récuse le rire grossier de Rabelais, que pourtant il a bien aimé, et de Molière, mais cette scène-là, c'est vraiment du Molière, vraiment. Et après, il fait quand même appel à un médecin beaucoup plus raffiné, un spécialiste, plutôt un spécialiste des nerfs. C'est une maladie des nerfs, la névrose, de l'intelligence, mais des nerfs aussi. Et c'est une maladie du pessimisme, c'est pourquoi ça en fait la maladie décadente par excellence. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que finalement la décadence ? Parce que ça paraît évident, mais en littérature, Françoise Cour-Pérez, qu'est-ce qu'on appelle le décadentisme, la décadence ? Le décadentisme, d'abord, c'est un mouvement. On va parler de mouvement décadent. Certains préfèrent d'ailleurs parler de fin de siècle parce que entre les naturalistes de la fin, les symbolistes qui arrivent et les décadents, on a beaucoup de points de rencontre. Et d'ailleurs, ils publient parfois dans les mêmes revues. Donc, l'appellation fin de siècle est plus pratique. Ceci dit, moi, je pense qu'on peut parler de décadence, c'est-à-dire un mouvement qui a conscience et qui se complaît dans des notions de décomposition, d'agonie, de fin de quelque chose. Quand vous dites qu'il se complaît, c'est-à-dire qu'il n'y a
aucune volonté de sortir d'un état mental qui est un état mental délétère. Non, non, pas du tout, puisque il y a une jouissance de la décomposition. Il y a une jouissance profonde, intellectuelle, hein, bien sûr, d'une agonie, d'une auto-agonie. Et il y a une répulsion envers tout ce qui est énergie, force de vie. Verlaine, en 83, dit « Je suis l'empire à la fin de la décadence ». Il revendique, Verlaine, le terme de décadent. Il se dit décadent. Il dit « C'est un mot, la décadence, qui contient, je n'ai plus l'expression exacte, qui contient des ors, qui contient, il y a une splendeur décadente de la déconstruction. On trouve ça chez Lorrain, on trouve ça chez Barbet. Enfin, il y a une beauté particulière, une beauté bizarre, comme disait Baudelaire. Et en quoi la fin du 19e siècle est-elle particulièrement propice à l'émergence de cette pensée-là? Parce que dès le début du 19e siècle apparaissent les notions de progrès. Je pense que c'est par rapport à cette notion-là que ça se situe. C'est-à-dire que déjà certains romantiques, comme Gautier, s'opposent à Hugo. Hugo croit au progrès. Mais on va avoir Gautier dans les années 40, ça dure jusqu'à 70, peu importe. Flaubert, ensuite, et Baudelaire, donc, qui ne croit pas au progrès. C'est Zola qui va reprendre, en fait, cette idée de Hugo que l'humanité et la littérature peut aller vers un progrès. Donc, on a, chez les décadents, un anti-positivisme, parce que le positivisme triomphe. Triomphe deux notions, le bourgeois et le positivisme, c'est-à-dire le rationalisme. Contre eux, on va trouver la décadence et le symbolisme aussi d'une autre manière. Et alors aujourd'hui, où c'est le start-upper qui triomphe, et quand même un grand mouvement positif, disons, par rapport à l'évolution technologique, on voit un Houellebecq apparaître. Est-ce que pour vous, il y a une époque fin de siècle qui serait notre époque aujourd'hui ? Écoutez, il est difficile pour moi de porter de tels jugements. C'est votre avis à vous seulement. C'est difficile. Alors, mon avis à moi, c'est qu'il ne faut pas faire des parallèles osés. On dit qu'on a le retour de la religion, c'est ce que montre Houellebecq, hein, un spiritualisme. Il n'empêche que le spiritualisme de Huysmans, d'abord chez Houellebecq, c'est pas du spiritualisme, c'est une soumission à un ailleurs spiritualiste. Bon, ce qui pose quand même un peu problème, ça, on peut en discuter. Moi, je ne sais pas si notre société est vraiment saturée de religiosité. On en parle beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup en ce moment. Là, vous m'entraînez, mais un petit peu hors du chemin qui est le mien. Mais c'est mon on parle rôle. On parle beaucoup de laïcité. Doit-elle être modérée? Doit-elle être pure et dure? Donc, on est peut-être dans cette problématique, mais je ne crois pas que les écrivains modernes se perçoivent comme dans une écriture de décadence. L'histoire aussi de ce livre à rebours, l'histoire d'une retraite. Oui, tout à fait. Les premiers chapitres sont consacrés à l'aménagement d'un lieu, une maison de Fontenay. Il connaissait Fontenay, donc ça c'est l'aspect naturaliste qui revient. Il connaissait. Vous dites que c'est presque un guide pour aménager sa maison. Ah oui, certainement. D'ailleurs, le premier ou le deuxième chapitre sur les couleurs est absolument magnifique. Il faudra inviter Michel Pastoureau et travailler, faire un historique des couleurs. C'est extrêmement intéressant. Donc là, c'est plutôt, on voit plutôt que le décadent est un dandy exacerbé. C'est un reste de dandysme quand même, d'arranger sa maison. Il fait comme le dandy, de toute façon, le décadent fait de sa vie une œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est la maison, c'est lui, et malheureusement, il y a la défaillance du corps. Là, le corps ne suit pas. C'est aussi la tortue, parce que dans Des Esseintes, à rebours, Des Esseintes a une pauvre malheureuse tortue qu'il va décorer. Alors vous êtes dans l'actualité, hein, parce que la tortue, ça nous attriste en fait. Mais la fin du chapitre qui part de la tortue est d'une perversité absolument remarquable, qui fait penser à Sophie de la comtesse de Ségur. Elle coupe les petits poissons, et puis elle dit « Oh, il bouge !» Et la fin du chapitre, c'est exactement ça. Et on ne sait pas qui parle, hein, si c'est Des Esseintes ou le narrateur. Alors je n'ai pas le texte là sous les yeux, mais c'est
Elle n'avait pas dû supporter cette magnifique carapace en or et en pierres précieuses qu'on avait dû lui donner. Voilà. Elle était habituée à la pauvreté, elle n'a pas pu supporter ça. Parce que le narrateur qui veut rendre sa tortue très belle, incruste la carapace de tellement de pierres précieuses qu'elle en meurt. Alors, c'est en plusieurs phases. D'abord, alors ça vient de Montesquieu, hein, qui avait fait ça justement. Il veut rehausser les teintes du tapis, et puis au début, il veut la prendre telle quelle pour que le tapis ressorte, et puis ça ne va pas, donc il la fait recouvrir d'or, et puis tout compte fait, ça brille trop, donc il choisit des pierres, et alors là, on a le catalogue des pierreries, qui va être réutilisé ensuite dans le symbolisme catholique, et on a des pierres très belles, et là il s'est renseigné, le péridot, qui est une jolie petite pierre, etc., tout avec des noms qui font rêver aussi. Hein. Donc c'est peut-être une métaphore aussi, tout simplement, du personnage de Des Esseintes lui-même, qui fait de lui-même une œuvre d'art, mais de manière très cérébrale, et sans jamais prendre en compte ce que ça implique, finalement, comme démarche. Oh, mais c'est une magnifique idée, absolument. Effectivement, on ne voit pas ça dans l'œuvre, hein, on voit plutôt la distance un peu sadique. On voit plutôt la distance un peu sadique, mais vous pourriez, à la fin du roman, dire, eh bien, il est puni par où il a péché, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas tellement d'amour à rebours, il n'y a pas tellement de sentiments, il n'y a pas tellement de haine non plus. En fait, le seul sentiment qu'on y trouve réellement, c'est peut-être l'ennui ou la haine de l'ennui. C'est ça qui constitue le point problématique des Esseintes. Je ne sais pas, parce que il est entouré de livres qu'il a choisis. C'est une œuvre sur le choix. C'est une œuvre élitiste. C'est une œuvre qui a quand même encore assez de succès, malgré tout. Ça n'a pas eu le succès de la cathédrale, mais c'est un livre, effectivement, qui plaît à tous ceux qui le lisent, qui ont le courage de lire. Il y a quand même des passages un petit peu difficiles quand on a des énumérations, mais en gros, il y a un amour de la critique littéraire, en fait. C'est un très bon critique littéraire, c'est un très bon critique d'art. On voit bien qu'il a lu les salons de Baudelaire. Il récuse les salons de Diderot parce que c'est un peu moral. Et évidemment, le livre est très amoral ou immoral même. Immoral. Il y a un goût de la perversité. Alors le décadent aime le langage, et vous consacrez une assez large part de votre essai à ce thème. Vous dites la décadence, c'est le langage. Pourquoi ? La décadence, c'est un langage parce que c'est un refus d'une littérature de l'idée. Hein, son refus de Hugo, c'est un peu ça. Il refuse l'idée, et Yankelevitch le dit très bien d'ailleurs, hein, que la décadence, c'est le goût du mot et non pas le goût de l'idée. On refuse l'idée quand on refuse le réel, quand on refuse la politique. Tout cela finalement va ensemble. Quand on se retire dans sa maison, très belle, pour ne plus jamais avoir à en sortir. Oui, bien sûr. Alors, le refus de la politique, il faut voir un petit peu ce que devient Huysmans après, parce que nous avons, grâce à Jean-Marie Sellion aussi, nous avons ces interviews qui montrent bien que c'était un homme de lettres, conscient de ce qui l'entourait, conscient des problèmes d'édition aussi. Donc, mais Huysmans, ici, à rebours, effectivement, se tient pas tout à fait quand même, parce qu'il y a quand même un recours assez important, par exemple, au vocabulaire religieux. L'Église est quand même très présente. C'est un peu le seul extérieur qui existe. Oui. Alors, attention aussi, c'est un extérieur du passé. L'Église, c'est le conservatoire de la langue passée. Et bien sûr, ce qui lui plaît, c'est la langue de la décadence latine, c'est la langue, il accepte Tertullien parce qu'il trouve ridicule Tertullien faisant des leçons de morale alors qu'il vit sous Héliogabale. Bon, lui dit Élagabale, nous on dit Héliogabale. Le contraste lui plaît beaucoup. Il est toujours dans le goût de l'antithèse. Il y a un aspect de provocation constant chez lui. Alors le mot, c'est donc la forme, et la forme, c'est ce qui plaît aux décadents, et ça, tout type de mots, y compris l'argot. Oui, certainement. Ça vient du romantisme.
Les mémoires de Vidocq sont publiées, Hugo et tous les autres utilisent. Lui, il utilise l'argot de sa fabrique de brochage dans les Servatars. Il connaît très bien l'argot, mais ça, c'est un mouvement qui vient du début du 19e siècle. Mais le langage qui lui plaît quand même davantage, ce sont les mots rares. Alors, parfois, il y a des mots comme ça qui ponctuent un chapitre. Sapristi, il est content. Sapristi, je suis très content. Donc, on est très étonné au milieu d'un catalogue de mots, etc. Mais les mots qui le retiennent, ce sont les mots rares. Il les a cherchés. Il les a étudiés. Il a étudié des dictionnaires de vocabulaire rare. Il aime les mots religieux aussi. Des mots comme des objets rares aussi. Oui, certainement. Il y a le goût du mot comme objet rare et du mot, on peut aller plus loin, du mot détaché parfois du référent. La critique a souvent souligné l'accent mis sur le signifiant au lieu du signifié. Donc, il y a aussi la couleur du mot, mais le mot négatif aussi. Et le mot, alors, je parlais de l'absence ou la distance par rapport au référent. C'est pour ça qu'il aime par-dessus tout Mallarmé, la poésie hermétique. Françoise Court-Pérez, on va continuer. Mais je le vois effectivement comme une énorme, au sens flaubertien. Il y a un côté Bouvard et Pécuchet, ça a été suggéré dans les propos que tenait à l'instant Madame Court-Pérez. Et j'aime beaucoup ce côté-là de Huysmans. J'aime aussi les textes de la fin. Et ce qui m'intéressait évidemment à l'époque, c'était que je voyais en Huysmans l'exemple même du déplacement des textes de Sade que les gens n'avaient en fait pas lus vers le sadisme. Huysmans, c'est du sadisme, c'est pas Sade. Alors, déplacement plus grand encore dans la revue Critique ce mois-ci, puisque vous partez en Corée et même aux Jeux Olympiques, qui n'est pas d'habitude votre terrain de jeu. Oui, vous savez bien que la seule médaille à laquelle j'aspire, cher Mathieu, c'est la médaille de la fidélité à votre émission. Mais bon, l'important, comme vous le savez, c'est de participer. C'est gentil. Et nous, avec ce spécial Corée, nous avons voulu participer à l'effort des spécialistes en France et ailleurs pour faire connaître ce pays qui, en général, est réduit à quelques clichés. Et nous avons aussi voulu participer à l'effort des intellectuels, des artistes, des écrivains coréens pour s'expliquer avec leur Corée. Alors, puisqu'il faut filer la métaphore sportive, j'ajoute qu'un spécial de cette ampleur, c'est toujours une course de fond. Il vient de sortir, mais en fait, ça fait 2 ans que nous le fabriquons avec en double commande Benjamin Joanneau à Séoul et Laurent Jean-Pierre à Paris. Mais ça se voit un peu puisqu'il fait 200 pages. Vous lui avez donné un titre provocateur, La Corée, combien de divisions ? Oui, c'est un mot de Staline, le pape. Ça nous ramène à Huysmans. Le pape, combien de divisions ? Mais Staline, évidemment, ne voulait parler que de divisions blindées. S'agissant de la Corée, le mot division s'impose, en plus d'un sens, parce que quand on dit Corée aujourd'hui, à quoi pense-t-on ? On pense à la partition, on pense à un pays divisé, coupé en deux, et à 2 armées qui se regardent, si j'ose dire, en chien de faïence. Or, la réalité coréenne ne se réduit pas à ça. Oui, parce qu'en ce moment, justement, aux Jeux Olympiques, il y a des défilés communs entre les sportifs du Nord et les sportifs du Sud. Enfin, des défilés d'ouverture. C'est un parfait exemple des surprises que nous réservent les Corées, et une très bonne raison de lire Critique. Il y a un mois, Monsieur Trump annonçait la guerre nucléaire à brève échéance, et hier, Monsieur Pence, qui je crois est son vice-président, est reparti de Séoul en grommelant quelque chose comme « s'ils veulent causer, causons ». Le regard occidental sur la Corée est à la fois obsessionnel et manichéen. Et parce qu'il n'y a pas que la division Nord-Sud héritée de la guerre froide, il y a les fractures économiques, sociales, culturelles qui traversent la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui est moins monolithique que ce qu'on imagine souvent. Et il y a aussi d'autres Corées que j'ai découvertes grâce à ce numéro. Le district coréen qui est situé en République populaire de Chine, par exemple, et puis très importante diaspora coréenne. Donc 2, 3, 4 Corées, comme vous voulez, ce qui n'empêche pas la Corée d'exister. C'est à ça qu'on devrait réfléchir, peut-être pas à la Maison Blanche. Alors on connaît le cinéma sud-coréen, on connaît peut-être un petit peu moins la littérature sud-coréenne. Est-ce que vous allez nous éclairer là-dessus dans Critique ? Un peu, beaucoup. Passionnément. Nous avons, dans ce numéro, fait une place particulière à la littérature. Nous voulions couvrir beaucoup d'aspects. L'histoire de la Corée dans la durée, la longue durée, géopolitique, géostratégie, rapports sociaux-familiaux, place des femmes, spécificité du bouddhisme coréen. Pour brosser ce tableau, il fallait croiser les regards. C'était la première exigence. Et de nos 14 articles, la moitié exactement a pour auteur des Coréens et des Coréennes. Et parmi
ces articles. Nous sommes très heureux de donner à lire en avant-première un chapitre de l'autobiographie de Wang Sok-yong. Elle vient de paraître en Corée sous le titre Le prisonnier, et Wang Sok-yong a en effet passé plusieurs années en prison au sud pour avoir participé à un congrès d'écrivains au nord en 1989, et nous sommes non moins heureux de donner la parole dans un entretien à une des jeunes romancières dont on va parler de plus en plus, Han Kang, qui a reçu en 2016 le Man Booker Prize pour La végétarienne, que vous pouvez lire en poche chez Babelio. La presse allemande a rapproché Han Kang de Kafka, ce qui part certainement d'une bonne intention, mais ce qui prouve surtout qu'en Europe, il est aussi difficile d'être coréenne que d'être persan. Merci Philippe, donc nous lirons Critique bien entendu, mais pas ce soir parce qu'il y a un événement à ne pas manquer, justement autour du sujet de la Corée du Nord, 2 projections autour de la Corée du Nord, c'est au Forum des Images à Paris, une soirée qui réunit des films qui abordent chacun à leur manière la question des représentations et des fantasmes que ce pays suscite. Ces films seront projetés en 2 séances consécutives à 19h et à 21h, suivis d'un échange avec le public et avec la participation de Patrick Morus et du cinéaste Jero Yoon, voilà, pour Patrick Morus, qui est un de nos auteurs. Annonce en lien évidemment avec Critique. À bientôt, merci. Profond par rapport à la religion. L'Église apparaît plutôt comme un conservatoire, un musée. Elle a conservé ce que les siècles de classicisme, il y a une haine du classicisme, un refus total, ce qui a été éteint et ce qu'on a oublié. Donc, il va revenir après, vers le Moyen-Âge en particulier. Évidemment, la dernière phrase qui a été très travaillée, nous avons l'édition critique du manuscrit, la dernière phrase laisse ouverte la voie vers la foi. C'était au fond des transports, c'est ça? Oui, il parle des transports, mais ça peut être des transports esthétiques. En fait, il parle de la théologie. Il aimait la théologie. Mais la théologie, en même temps, c'est une abstraction. Il la définit comme ça. Donc, c'est plutôt un intellectualisme que quelque chose d'existentiel. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de sacré, pour le dire simplement, dans l'amour des beaux objets, l'amour de l'esthétique qui paraît justement totalement profane? En général, on a tendance à opposer plutôt les deux. Le culte de l'art, c'est ça, c'est la sacralisation de l'art, certainement. Oui, c'est l'art, mais c'est aussi les objets d'art, et c'est un petit peu différent. Oui, absolument, vous avez raison. Il y a les objets d'art, il y a même les matériaux, puisque les pierres existent, les parfums, ce sont des techniques d'art. En fait, entre artisanat et art, il y a des liens qui se font de plus en plus dans la deuxième moitié du 19e siècle, disons. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, encore une fois, de sacré pour Huysmans dans ces matériaux, ces objets, ces parfums? Alors, je ne sais pas comment vous entendez le terme sacré, donc je suis un petit peu gênée. Gautier écrit Hémosékamé. Alors, est-ce que Hémosékamé, c'est sacré? C'est l'objet d'art, et on retrouve ça chez Huysmans. C'est un tout, c'est un en soi. Est-ce que ça a besoin d'une dimension métaphysique? Je n'en suis pas certaine. Alors vous parlez aussi du corps mystique chez Huysmans, et en particulier le corps mystique de Désesseintes. En quoi est-il, pour le coup, mystique, ce corps-là? Oui, c'est vrai qu'il devient un corps mystique dans la mesure où il a des souffrances terribles, des douleurs qui le font sortir de sa sphère purement intellectuelle et qui peut-être à ce moment-là, on pourrait l'interpréter comme effectivement un corps mystique. D'ailleurs, dans la réalité, Huysmans va mourir de façon terrible avec ce cancer de la gorge dont vous avez déjà parlé, et il va avoir un stoïcisme vraiment... c'est une douleur christique, enfin presque. Donc c'est le corps du Christ des Esseintes. D'ailleurs, il mange très peu, il est anorexique, il est très décharné. Si on ne trouvait pas autant de perversité assumée, j'acquiescerais à votre proposition. Je trouve que pour l'instant, c'est difficile de le dire et je n'irai pas jusque-là. Sur la question du désir, vous dites que À rebours présente une tentative de meurtre du désir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je reprends ce que vous aviez dit au début, c'est-à-dire sur le blasement. Les êtres décadents sont blasés définitivement. Mais par moment, il y a des tentatives de faire ressurgir quelque chose. Alors,
Le bonbon de Siraudin, il fait revivre des expériences érotiques qui peuvent être drôles, effectivement. Hein. C'est vrai qu'il y a un comique chez Huysmans, dont Daniel Grozhnowski a très bien parlé d'ailleurs, et un rire peut-être énorme, effectivement, à la Flaubert. Mais pour Huysmans, le sexe est plutôt un mal, ou pour des esseintes? C'est un mal, mais il se remémore quand même 2 expériences sexuelles qui sont drôles par l'antithèse, qui sont Miss Urania, une grande blonde athlétique, clownesque, une acrobate, et puis une petite brune, comme par hasard, ventriloque, mais qui récite du Flaubert à sa demande, et qui va l'abandonner pour des reins plus sûrs, dit-il. Donc ça, c'est une plaisanterie, hein, quand même. Hein. Il joue de même que dans un autre chapitre, il dit que les femmes ne l'intéressent plus, et que de toute façon, les locomotives, c'est beaucoup plus beau. Oui. Et voilà, donc là, Donc il y a des encore aspects d'humour. à la fétichisation de l'objet, finalement. Oui, alors à la différence qu'il ne parle pas de la locomotive comme Zola en parle. Hein, c'est-à-dire que la locomotive, c'est un grand thème qui parcourt le 19e siècle. Et alors là, on se dispute à propos du thème de la locomotive. Est-ce que quand il parle de la beauté de la locomotive, il faut prendre ça au sens propre ? Je reste sceptique. C'est un texte qui pose encore des interrogations, hein, à rebours. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'antiprocréation. Cette idée que, au fond, il ne faudrait pas avoir d'enfants. Pourquoi d'ailleurs? Parce que le monde est trop terrible, c'est ça? Et qu'il faudrait que tout s'arrête? Oui, certainement, mais c'est aussi, il y a une base philosophique, hein, ici. Ici, on prend Schopenhauer et Hartmann, c'est-à-dire il ne faut pas procréer. Et dans un roman de 84, donc de la même année qu'à rebours, l'écrivaine Rachel décrit Monsieur Vénus et on trouve le même refus de la procréation. C'est un aspect décadent. On ne se reproduit pas parce que se reproduire, ce serait une énergie vitale, et puis l'énergie vitale, c'est fini. Oui. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de corps asexués dans la littérature décadente, et peut-être en particulier chez Huysmans. Ça découle de ça? Oui, certainement. Il y a un attrait pour le corps masculin efféminé. On trouve ça très souvent chez d'autres, hein, chez Jean Lorrain encore davantage. On aime les hommes qui ont cessé volontairement d'être virils parce que c'est beaucoup plus intéressant de conjuguer les deux et à la limite effectivement d'abandonner toute sexualité. Oui. Et pourquoi est-ce plus intéressant? C'est là encore une espèce d'esthétisation, un refus de la nature, enfin pour employer ce mot-là avec des gros guillemets. Vous avez tout à fait raison. C'est plus profond. Hein, c'est je peux agir contre la nature. La nature a fait son temps, dit des Esseintes. Donc c'est une reprise de pouvoir finalement sur pourquoi pas le sexe qu'on nous a assigné. Absolument. Attention, c'est aussi l'opposition, moi je la verrais plus philosophique, de Baudelaire, la culture contre la nature. Delacroix, il disait déjà ça aussi, c'est-à-dire que la nature c'est un catalogue, et puis on prend ce qu'on veut, mais la nature n'a pas d'intérêt pour elle-même. Ce qui distingue évidemment Huysmans du naturalisme, mais il fait des descriptions absolument magnifiques, mais dans ces descriptions, il y a un refus du naturel. Il y a un refus du naturel. C'est profond, c'est une vraie philosophie. Alors Baudelaire, justement, c'est peut-être l'influence principale de ce roman à rebours. Oui, certainement. Et dès le début du roman, si on peut dire, je le mets entre guillemets parce que quand même il pose problème, dès le début, des Esseintes met dans un canon d'église, c'est-à-dire une sorte de tableau mobile, un triptyque, il met 3 poèmes de Baudelaire qui sont particulièrement intéressants parce qu'ils parlent à la fois de mort, bon, c'est un grand thème quand même de Spleen et Idéal, de mort, mais aussi de fleurs nouvelles. On parle de fleurs. Donc, on peut se demander si à rebours ne se veut pas un appel aux fleurs nouvelles, ce que montre d'ailleurs le chapitre 14 sur la littérature contemporaine. Hein, Mallarmé, mais aussi Verlaine, même les Goncourt avant. Ce sont ces fleurs nouvelles qui sont le terreau, le nouveau terreau. Elles sont décadentes, mais elles sont quand même des fleurs nouvelles. Donc, ce que
Huysmans se reprend ou partage avec Baudelaire, c'est cette définition du beau et d'un beau qui serait un peu bizarre, d'un beau qui serait inouï, Oui. qui ne serait pas vu. Absolument. On a un refus du beau naturel. Par exemple, du maquillage. Baudelaire ne supporte pas la femme naturelle. Il la veut maquiller. Et nous avons dans À rebours une allusion aussi à Tertullien, je crois, ou un autre auteur qui dit il ne faut pas que les femmes se maquillent. Or, c'est l'idée inverse de Des Esseintes. La femme en tant que nature, elle est répugnante à la limite. Oui. Autre influence, on a parlé de Baudelaire, on pourrait citer peut-être les Goncourt. On sait que il a fréquenté Huysmans, Edmond de Goncourt. Où est-ce que vous la voyez, cette influence-là ? Là, je dirais dans le style d'abord, parce que c'est quand même l'essentiel, me semble-t-il. Dans le style artiste des Goncourt débouche en partie sur le style de Huysmans, mais aussi sur la maison. Puisque les Goncourt, enfin Edmond de Goncourt, puisque Jules meurt en 70, Edmond de Goncourt a publié une œuvre qui montre justement, qui détaille la maison pièce par pièce, ce que fait À rebours au début, dans les premiers chapitres, c'est pièce par pièce, et Goncourt a déjà fait ça. Donc c'est moins fort comme influence que l'univers baudelairien qui est vraiment aspiré. Oui. Comment a été reçu ce livre À rebours, Françoise Court-Pérez ? Eh bien, pas si mal. C'est-à-dire que... Parce qu'il s'attendait à ce que personne ne le lise. Il s'attendait à ce que personne ne le lise. Dans l'interview qu'il donne à 84, qui est la première qu'il donne, il dit que ce sera un four très drôle, en plus. Justement, il montre la provocation, il la sent, qui sera compris par 10 personnes. Comme les Happy Few en fait, mais non, il se trompe. Il va avoir d'assez bonnes critiques de Maupassant, par exemple. Est-ce qu'il a été lu comme il fallait le lire ? Ou est-ce qu'il a été finalement compris autrement ? Oui, il a été lu. Bon, alors évidemment, on a des critiques plus sévères, mais il a été lu effectivement comme une Bible du raffinement. Et dans ces années 80-85, on aime le raffinement. Donc même Maupassant, qui est quand même un auteur énergique, disons, fait l'éloge d'À rebours. Donc il a été relativement bien reçu. Le nombre d'éditions est quand même n'est pas si mauvaise, et ça continue, en particulier depuis les années 1970. Donc c'est un livre qui est lu. De Huysmans. Mais nous avons beaucoup d'études aussi, et puis c'est un auteur qu'on étudie mais en ça, littérature. On en parlera en particulier jeudi. Est-ce que vous diriez au fond que c'est un livre tournant pour la littérature française? Est-ce qu'il a marqué profondément la littérature française, Françoise Court-Pérez, ce livre? Oui, certainement, pour peu qu'on accepte d'étudier des œuvres un peu difficiles. C'est une œuvre qui est étudiée parce que c'est le phare du décadentisme, on va dire. C'est l'œuvre phare de la décadence en France. On a D'Annunzio en Italie, on a d'autres auteurs. La décadence est un mouvement européen, donc, mais en France, c'est bien À rebours qui marque la décadence. Donc la réponse est oui. Oui. Et on a parlé de Michel Houellebecq, mais on aurait pu parler de Marc-Édouard Nab aussi. On aurait pu parler de Sioran, qui est un lecteur de Huysmans. Ah oui, certainement. Huysmans, c'est la Bible du pessimisme à l'heure actuelle, certainement. Oui. Certainement. Et alors, est-ce que ça signifie qu'il faut être réactionnaire pour aimer Huysmans ? C'est peut-être plus facile, mais on n'a pas besoin de l'être pour l'aimer. Vous allez nous dire que vous-même, qui n'êtes pas réactionnaire, vous aimez Huysmans ? Écoutez, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain-là, si vous le permettez. Oui. Et puis Patrick Kéchichian, qu'on recevra jeudi, ne l'est sans doute pas non plus. Merci beaucoup Françoise Court-Pérez pour cet éclairage sur le roman À rebours, œuvre maîtresse de Huysmans, à laquelle vous avez dédié un ouvrage aux presses universitaires de France. Et puis je signale que vous avez également participé en 2017 à la publication du 6e volume des œuvres complètes de Théophile Gautier, dont vous êtes également spécialiste. Œuvre complète parue aux éditions Honoré Champion.
Demain, nous poursuivrons notre série sur Huysmans. Ce sera avec Dominique Millet-Gérard. Elle nous parlera des romans En route, en rade et de la cathédrale. Mais avant cela, et comme chaque jour, ce sont les lectures de poésie choisies par Jacques Bonafé que nous vous proposons d'entendre. Bonjour à tous. Hors de la colline, nous défrichons ensemble les poèmes de Vadim Kosovoï. Nourriture nécessaire, en voilà un qui sonne étrangement avec notre époque. Il y avait sur la terre un homme qui se nourrissait pêle-mêle de feuilles vertes de pensées d'autrui, du nom d'Odéché. Cet homme-là bramait à se tromper de voix quand le destin le foulait dans ce fouillis de pierre où ne pousse en fait de pensée pas le moindre arbrisseau. Au déchet de son nom, il tomba dans de si beaux draps du froid noir de trop d'hommes que sa voix se mua en vrai fou porte-voix, puis se brisa, et enfin s'en alla marmottant seule à seule pour elle-même, dans la faim d'un bloqué par les glaces, la féroce, 100 000 choses sur les végétations d'inhumains, où pérégrines emportant hébétés et têtus, leur idée unitête, les peupliers méridiens. Plus personne ne savait de lui nom ni surnom, puisqu'il se tut et se fit âme droite comme un fût arboré au midi sous sa pique, et se scinda sans espoir de retour dans l'inaccessible, au-delà d'horizon satiété, d'avec la tumultueuse, sans nul brin pensif, en marche vers le nord, à sa ruine, hominienne bousculade. Au déchet fut son nom, mais rejeté inconsidérément au rebut de la vie unanime, il devint consanguin de toute autre feuillaison dans l'attente d'une nouvelle et peut-être déjà impensable arborescence de l'homme. C'est à peu près aussi désespérant que la situation où nous nous trouvons actuellement, la planète et nous-mêmes. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? On reprend un peu d'allure avec Mallarmé, Stéphane Mallarmé. Tiens non, j'ai plutôt envie de dire le château de l'espérance. On va quand même se donner un peu d'oxygène. Ta pâle chevelure ondoie parmi les parfums de ta peau, comme folâtre un blanc drapeau dont la soie au soleil blondoie. Là de battre dans les sanglots l'air d'un tambour que l'eau défonce, mon cœur à son passé renonce et déroulant à tresse en flot, marche à l'assaut, monte ou roule ivre par des marées de sang afin de planter ce drapeau d'or fin sur ce sombre château de cuivre où larmoyant de nonjaloir, l'espérance rebrousse et lisse sans qu'un astre pâle jaillisse, la nuit noire comme un chat noir. Ô tombée du ciel, parmi les fous rires des nuages, c'est un poème de Vadim Kosovoï adressé à un clown de Paul Klee. Que de tête sans tête dans la tienne, taurine, sang sur sang jusqu'au trou, mastodonte, engouffré, sorti de la bourbe de larmes, quoi? Ne leur suffit pas ce butin? Mais si haut dans ta patte qu'elle enrage, qu'à l'émeraude elle se dresse la hache, ton rire porte grave, trop de lest le taurin, trop encore il s'encrasse, non mais trop d'écarlate parmi les fous rires des nuages. Merci Jacques Bonafé pour ces poèmes de Vadim Kosovoï et Stéphane Mallarmé.